UBS a ouvert sa filiale gestion de fortune à Paris en 1999. C'était à l'époque une start-up de 40 personnes avec des moyens colossaux. Donc mon poste a été dès le début d'être ce qui s'appelait chez UBS responsable marketing et communication. Et moi j'ai essentiellement fait des RP, donc des relations publiques. Et je me suis essentiellement occupée de tout ce qui était événementiel pour la prospection et la fidélisation des clients. C'est vraiment une carte de visite d'avoir travaillé chez UBS, d'être à la fois capable de travailler avec une pression extraordinaire, avec des résultats énormes. Donc le fait d'y être resté, d'avoir été bien noté pendant des années, d'être reconnu par ses collègues, par sa hiérarchie, par la Suisse aussi. Moi j'ai énormément travaillé avec Genève, avec Zurich, avec Lausanne, avec le bureau de Bâle aussi. Donc oui, pendant 8 ans, moi j'ai eu absolument aucun problème, bien au contraire. Bien au contraire. Alors, très clairement, à l'été 2007, je commence à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, il y a cette affaire américaine, donc, où UBS aux États-Unis risque sa licence parce qu'il y a ce fameux chargé d'affaires qui est allé voir les autorités américaines, Bradley Birkenfeld, pour lui expliquer que le métier d'UBS, c'est l'offshore, que son métier, c'est d'aider les riches Américains à ne pas payer l'IRS, donc le Bercy, le fisc américain. Et en même temps, en France, et dans tous les autres pays au monde, UBS... en interne en tout cas, joue la culture du silence. Et moi, on me convoque un lundi matin à 9h. Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, convoqué comme ça avec DRH, directeur général et supérieur hiérarchique suisse, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et puis pas du tout. Ils m'annoncent le lundi matin qu'en fait, ils ont décidé de restructurer mon département et qu'ils embauchent quelqu'un qui est un professionnel du marketing financier, ce que je ne suis pas. Puis moi, avec l'éducation que j'ai, de toujours respecter les autres, en tout cas on m'a élevé comme ça, je me dis, très bien, super hiérarchique, va plutôt me tirer vers le haut. Donc 6 mois après, il y a une perquisition dans le bureau du directeur général, chez Patrick Defayette, et où cette supérieure hiérarchique arrive comme une furie dans mon bureau pour me demander donc de détruire une partie de mes données sur mon disque dur. Donc toutes ces données qui étaient relatives aux clients reliés à des chargés d'affaires en France et ou en Suisse, notamment en Suisse, mais aussi au Luxembourg ou en Belgique. Et après, elle va revenir aussi me demander de jeter ce que j'avais dans mon bureau, donc toutes les armoires d'archives, qui étaient quand même sensiblement la même chose que ce qu'il y avait dans mes fichiers. Où là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, et je veux savoir ce qui ne va pas. Donc moi, on me demande de détruire des données, je ne le fais pas. Et je vous promets que je ne les ai jamais fait, ni de près ni de loin. J'ai surtout senti qu'on voulait se débarrasser de moi. Que je devenais, vous savez, comme un chien dont on veut se débarrasser, on dit qu'il a la gale. C'est-à-dire que tout les prétextes étaient bons pour me convoquer donc, dans son bureau de cette supérieure hiérarchique, de dire que je ne faisais pas mon travail correctement, qu'elle partait le soir à 22 ou 23 heures à cause de moi, que je confondais le franc suisse et l'euro, tous les budgets que j'organisais, que les collègues dans mon bureau se plaignaient de moi, que je faisais beaucoup trop de bruit, que j'étais trop sur mon téléphone portable, que j'étais trop proche des clients. Tout y est passé, que je ne parlais pas assez bien anglais, alors que l'anglais c'est la langue avec laquelle j'ai élevé mes enfants. Tout était prétexte à reproche, à sanction éventuelle. Et là, je me suis dit, mais à quoi est-ce qu'il joue? Qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas? Et en fait, le problème, ce n'était pas moi. Le problème, c'est que finalement, c'était ce qu'était mon job à l'intérieur de cette entreprise. Le cœur de métier de la banque a été la même chose qu'aux États-Unis, c'est-à-dire que tous les chargés d'affaires ont aidé à faire que l'UBS Offshore continue à prospérer. Je découvre que les chargés d'affaires suisses sont interdits de prospecter sur le territoire français parce qu'ils n'ont pas de carte de démarchage. Un banquier en France doit avoir une carte de démarchage. Donc en fait, moi je me rends compte à la fois que j'étais mise en risque par mon entreprise,
qui s'est servi de moi parce que j'avais jamais travaillé dans une banque de ma vie, que j'ai jamais eu de formation qui me dise que je ne dois pas travailler avec ces gens-là. Découvrir ça, si vous voulez, ça m'a fait aller de choc en choc, à tel point que j'en fais même une dépression en 2009-2010. Ce qui se passe en fait, c'est qu'avec cette histoire de destruction de fichiers et où je commence vraiment à descendre à tous les niveaux, c'est-à-dire psychologiquement, professionnellement, moi je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, j'ai un ami juriste qui me fait prendre un avocat et cet avocat me dit allez raconter votre histoire à l'inspection du travail. L'inspection du travail me dit vous devez porter plainte contre votre employeur. Elle me demande de porter plainte sur les motifs que j'ai découverts, qui sont donc, il y a 3 motifs pénaux et 3 motifs sociaux. Et les motifs pénaux sont donc le démarchage illicite des banquiers suisses sur le territoire français, l'évasion fiscale et le blanchiment de capitaux en bande organisée. Et j'avais découvert, grâce à des banquiers et grâce à l'auditeur interne de la banque, qui avait une comptabilité parallèle chez UBS France, dénommée Carnet du lait, dans lesquels on écrivait, chaque desk, chaque bureau écrivait mensuellement les transactions de clients qui ne rentraient pas dans les comptes de la banque, dans la comptabilité officielle d'UBS France. Donc ça sont les motifs de ma plainte déposée en 2009 auprès du procureur de la République. Quelle est notre responsabilité en tant que cadre dans une entreprise, en tant que citoyen, en tant que parent? Moi, je suis une maman. C'est juste un véritable problème de conscience, c'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas, mais à partir du moment où vous découvrez voilà, tout ce que je viens de vous raconter, la présence des Suisses qui n'est pas autorisée parce qu'ils ne peuvent pas vendre des produits offshore, donc avec la complicité d'UBS puisqu'ils étaient aussi dans les locaux, pour recevoir donc dans les bureaux de la banque leurs clients. Certains d'entre eux faisaient partie des équipes commerciales en France. Vous vous rendez compte que les liens, c'est un tricot qui était très très bien maillé de partout. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous taisez parce que... ou est-ce que vous vous dites mais il faut faire quelque chose parce que c'est juste inadmissible qu'une affaire comme celle-là ait lieu? Et effectivement, rétrospectivement, il y a 8 ans, mais personne ne parlait. C'était le monde de la banque, c'était le monde du silence. Parce que moi, j'étais certaine que le fait de parler, tout le monde dans la banque, et notamment tous mes clients internes qui étaient les chargés d'affaires, allaient me soutenir en disant « Mais Stéphanie, bah oui, c'est vrai, on témoignera pour toi lors de ton procès, puisque BS a porté plainte contre moi en 2010 en diffamation. » Et en fait, là, ça a été raz-de-marée. Le monde de la banque, c'est le monde du silence. Le secret bancaire a d'ailleurs été mis en place pour l'intérêt de certains. Et s'il a été mis en place, c'est bien pour cacher du plus grand nombre des informations d'intérêt général qui ne servaient que l'intérêt d'un petit nombre qui jouait entre soi. Parce qu'on sait aujourd'hui avec l'affaire LuxLeaks qu'aucune multinationale, enfin en tout cas 340 multinationales échappent à l'impôt de manière... légale grâce au Luxembourg. Aujourd'hui avec Panama Papers, vous avez l'affaire SwissLeaks aussi, et la société civile, c'est aujourd'hui qu'ils ont été pris en otage par les 1% qui sont les plus puissants, les plus riches, qui sont les lobbying les plus puissants. On sait aujourd'hui, grâce à des gens comme Éric Bocquet d'ailleurs, qu'il manque 1000 milliards à ce pays, que 60 à 80 milliards continuent à quitter le pays par an. Et on a l'impression de parler pour rien dire, puisque finalement le verrou de Bercy ne saute pas, puisque finalement le secret bancaire existe dans X paradis fiscaux encore aujourd'hui à l'heure où je vous parle, et que... On a aussi l'impression que certains citoyens se sont tellement déconnectés de tout ça, alors que tout est lié. Si la classe moyenne aujourd'hui paye autant et autant d'impôts, que ce soit
que ce soit les ménages, mais aussi les auto-entrepreneurs, les artisans, les commerçants, les professions libérales, c'est bien que d'autres ne payent pas et que nous, on était capables de dire, mais ce sont les plus riches, c'est-à-dire les multinationales et les familles les plus fortunées qui échappent à l'impôt grâce à des mécanismes qui ne peuvent être offerts qu'à ces familles-là, puisque ça coûte tellement d'argent que personne de la classe moyenne peut s'offrir ces services, mais c'est juste tellement choquant. Cette année, là, 2016 et 2017, les Français paieront plus de 1000 milliards d'impôts. Jamais les Français n'ont payé autant d'impôts.